En fait, c'est un pote à moi qui s'appelle Manu, avec qui j'ai eu une discussion au mois de juillet dernier, je me rappelle. Et parce que il a eu malheureusement une mauvaise expérience dans l'immobilier. Et lui en a conclu que c'était à cause des agents immobiliers. Moi, je lui ai expliqué, c'est juste tu avais choisi le mauvais. Je suis parti de là, et puis tout le reste, par contre, est inventé. Après, maintenant, Manu, en fait, est tiré d'un personnage réel, mais après, tout ce qui en découle sur les posts, c'est, comme tu dis, c'est mon antithèse. En fait, je me sers de Manu pour parler, finalement, du particulier. C'est Tataillé. Oui, non, mais attendez, je vais Tu te rappelles de Tataillé? Ouais. Bonjour, je m'appelle Tataillé. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup tes références, Alexandre. Alors, on passe un bonjour à Manu. Il ne sait même pas que je parle de lui sur LinkedIn. Hein. D'accord. Donc, tu as fabriqué la marionnette. Moi, je préfère la référence, comment il s'appelle? Jeff Panaclock. Jeff Panaclock. Panaclock. Voilà, exactement. Idriss, en fait, d'ailleurs, à tous les auditeurs, j'invite à vous inscrire à la page LinkedIn d'Idriss. Vous allez sur Idriss Drira sur LinkedIn et vous allez voir les posts, les échanges qu'il envoie, les débats que tu lances. Et à travers ces débats, tu fais intervenir Manu. C'est ça. Tu t'es inspiré de ton ami Manu. Et lui, en fait, va mal te mener au niveau des différents postes pour interroger et faire interagir les agents immobiliers, les conseillers. Manu, c'est le particulier qui déteste les agents immobiliers. Super. Voilà, et qui, quand même, appelle les agents immobiliers. Donc, en fait, c'est votre quotidien. C'est vrai. Et pourquoi il les déteste? Je ne sais pas si c'est notre quotidien. Si, non. Si, le nombre d'estimations que tu as. Est-ce que tu as déjà eu des estimations? C'était la première question qu'il m'a posée Idriss en venant. Est-ce que tes estimations, cela t'est déjà arrivé, qu'elles se trouvent après dans le bon coin? Ah bah oui. C'est Manu. Voilà. Ok. Mais est-ce que c'est qu'il parce t'aimait qu'il vraiment? En fait, je leur demande pas de m'aimer en même temps. Au moins d'avoir confiance dans le discours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as raté, qu'on a mal expliqué. Si on peut appeler ça raté, en fait. Moi, j'ai tendance à me dire que y a deux possibilités. Soit vous dites ce que la personne veut qu'elle entende, parce qu'en fait, le client veut entendre quelque chose. Personne qui me dit, je dis, vous avez une idée du prix de votre bien? Ah non, pas du tout, c'est pour ça que vous êtes là. Et puis quand tu lui ramènes l'estimation, c'est là où la personne te dit, ah oui, mais alors là, vous n'êtes pas du tout dans ce que je pensais. Ah, parce que vous aviez une idée en fait? Oui. Bah oui, effectivement, j'avais une idée. C'est la question Donc, il faut quand même que tu la poses, cette question-là. Moi, finalement... C'est une question que je pose toujours. C'est Et vrai. souvent, on me répond. Souvent, on me répond. Oui, bien sûr, on aimerait en avoir autant. Ou sinon, je vous le dirai juste après connaître votre prix. Oui, mais là, après, on peut très bien lui dire, mais écoutez, moi, je ne suis pas là pour jouer, en fait, tout simplement. Je suis là pour être votre partenaire. Donc, c'est pas parce que vous allez me donner un prix que déjà, je vais m'aligner sur votre prix. Et la deuxième chose, c'est que si je vous amène un prix qui ne vous convient pas et que vous me considérez comme un mauvais professionnel parce que je vous ai donné un mauvais prix, c'est dommage. Donc, on peut en discuter même dès maintenant. Je pense que vous avez sûrement une idée du prix de votre bien. Après, effectivement, il y a toujours les gens qui vont dire non, moi, j'en ai pas. Ou non, de toute façon, je vous le dirai pas. Ou... Ouais. Okay, mais l'argent, tu sais que c'est mal parti. L'argent est quand même tabou en France. Exactement. Et je crois que c'est culturel. Et quand on commence à partir des estimations, on veut toujours obtenir le meilleur. Pas pour ce que le bien vaut vraiment, mais parce que j'en ai besoin pour mon projet futur. C'est la plupart des choses. Moi, ce que je trouve quand même assez grossier, et c'est là que j'essaye de former mes conseillers dans l'estimation, c'est de détecter ce fameux Manu. Pour moi, c'était plutôt une femme, on va l'appeler Emmanuel, pour détecter si elle passe après. C'est plus sexy. Hein. Voilà. Ça te rappelle des bons moments. Oui, un fauteuil en osier.
Et ben voilà, comment on peut déraper en quelques secondes, on appelle Alexandre. Non, détecter que ces fameux clients se servent de nous, se servent de notre savoir concernant le prix pour après se débrouiller par eux-mêmes. Et d'ailleurs, des fois, les clients souvent vendent moins cher que ce que l'on aurait pu faire quand ils vendent comme ça très rapidement. Ils ont l'impression d'avoir l'effet placebo, de gagner la commission, mais des fois, j'ai vu des biens partir 30 ou 40 000 euros sur mon secteur. Plus cher Moins cher. Mais Manu, en fait, est bourré. Par agence, tu veux dire. Moins cher par agence. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas contre les gens qui passent en direct. À partir du moment où, effectivement, ils assument le fait de passer en direct, ils font bien de passer en direct, finalement. Mais après, il faut qu'ils assument toute l'entièreté de la partie, justement, notaire, etc., diagnostic. Et toutes ces choses-là fait qu'à un moment donné, les gens ne se rendent pas compte, en fait, du temps passé à gérer les signatures notaires, les appels notaires, gérer les problèmes d'assainissement. L'autre jour, je suis resté 2 heures dans ma voiture, à attendre en fait le service assainissement mais ce que tu de la oublies mairie. En France, Alexandre, excuse-moi de t'interrompre, c'est que le temps, on nous le donne. On nous donne les 35 heures. On nous donne le temps de faire toutes ces parties-là. Oui, c'est vrai. Mais et donc, en fait, les gens... vous savez, il y a un phénomène, je vous fais un parallèle qui est rapide. C'est qu'en Europe, je pense que ça doit marcher au niveau européen. Les Leroy Merlin, les Castorama, les Bricorama, et ainsi de suite. Voilà, j'ai donné 3 marques. Ils cartonnent parce que les gens veulent faire leurs travaux par eux-mêmes. C'est dans la culture, ils ont cette brique dans le ventre. Nous, on va dire... à l'opposé, dans cet exemple-là, dans les pays anglo-saxons, ces magasins-là sont beaucoup plus rares. Il m'arrivait d'aller chercher des fois pour trouver des outils. On ne trouve pas autant de spécialisation qu'en France parce qu'ils appellent les professionnels pour faire ce travail-là. Et je crois que c'est ancré dans la culture et dès notre plus jeune âge, on nous apprend au niveau du système D. Essaye de te débrouiller pour le faire par toi-même. Est-ce que tu peux l'économiser et finalement, tu seras vainqueur et c'est une fierté personnelle de changer toi-même ta courroie. J'avais ma petite valise avec mon marteau et mon tournevis quand j'étais petit. Ah, c'est toi, Alexandre. Exactement. Donc effectivement, dès le début, au plus jeune âge, on apprend à se servir d'un marteau et d'un tournevis à un gamin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il en faut pour tout le monde de toute façon. Et finalement, l'expérience fait que, et puis les statistiques, et puis tous les chiffres nous montrent que de toute façon, la plupart des gens qui tentent par le particulier ne continuent pas à un moment donné, passent par agence, parce qu'ils se rendent compte que c'est compliqué. Parce qu'ils se rendent compte que faire une visite, c'est pas si simple, que rappeler les gens pour avoir leur compte-rendu de visite, ça devient très compliqué, et que le système est très, très, très compliqué, ne serait-ce que le simple appel téléphonique pour réceptionner tous les appels téléphoniques de tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, clairement, on est, nous, bien placés en étant professionnels, pour proposer une offre complète. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur du particulier. Il y en aura toujours, parce qu'il y aura toujours le gars qui voudra faire son petit... taper avec son petit marteau et son tournevis. Mais c'est finalement... Aujourd'hui, je pense que c'est quand même une infime partie aujourd'hui des gens qui souhaitent vendre. Les nouvelles générations vont changer un petit peu ce paradigme. Et d'ailleurs, je voudrais juste poser une question qui est importante parce qu'on parlait là des anglo-saxons. Aux États-Unis, Idriss, le marché en fait des particuliers est très faible. 10%, oui. Et donc, à peu près. Le fonctionnement. Selon les États, une moyenne. Donc, selon les États, tout ça, on a 10%. Et le fonctionnement est aussi différent. C'est-à-dire que nous, quand on rentre un mandat, là-bas, je ne peux pas représenter et le vendeur et l'acheteur. Alors, c'est ce qu'on s'est dit justement dans les conversations. Oui. En fait, c'est la norme, la coutume là-bas, je ne sais pas, ou la tradition. Il y a deux professionnels différents sur chaque transaction. Néanmoins, et c'est en ça justement qu'on avait vu, suite à ce qu'avait dit le PDG France de KW là, sur ton interview, Favre. Exactement. Néanmoins, en signant ce qu'ils appellent un disclosure, en alertant l'acquéreur
et le professionnel et le vendeur qu'il y a un seul professionnel pour les deux et que potentiellement il peut y avoir un conflit d'intérêts. Ils peuvent le faire. Néanmoins, faut comme si on faisait un avenant ici chez nous en fait. D'accord. Mais c'est là-bas, c'est pas dans la rare, culture. En fait, ouais, c'est pas dans la culture. La culture, c'est plutôt ils partagent et c'est comme ça. Il y a pas de sujet. On a son agent immobilier. On a son agent. On a encore voilà. ça. C'est ça, on a son agent. Mais en fait, là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas le métier de. On ne dit pas chasseur là-bas, on dit agent immobilier. Voilà, ah oui, c'est ça. mais c'est ultra. Ce fonctionnement-là, il est ultra intéressant parce que imaginez-vous, je l'importe en France. Mais Il faudrait déjà importer le MLS en France. Oui, ce mais qui est déjà compliqué parce que les agents n'aiment pas partager. Donc, on va pas faire une généralité. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis là. Mais beaucoup d'agents ne veulent pas partager. Il y a déjà un concept, c'est que c'est vrai qu'on nous apprend, il suffit de regarder les journaux, les réponses à tout. En fait, c'est comment on économise, c'est culturel chez nous. Comment on fait en sorte d'acheter moins cher, comment on fait en sorte de trouver la bonne promotion. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt comment on fait pour gagner de l'argent. Et donc, c'est normal que cette notion de service est tout à fait valorisée parce que effectivement, il peut y avoir le côté plaisir d'aller le dimanche matin à Leroy Merlin pour refaire soi-même, et ça peut être sympa de refaire sa pose de carrelage ou de machin. Et puis, c'est vrai qu'il y a un coût. Il y a aussi un coût, il faut quand même le reconnaître. Néanmoins, oui, culturellement, c'est valorisant de se dire je gagne de l'argent. Grâce à cet argent, je propose à un professionnel de faire ce que éventuellement je pourrais faire moi-même, mais en m'embêtant. Et pendant ce temps-là, je peux partir en week-end avec ma famille. Mais derrière tout ça découle notre problématique de l'immobilier. Et toi, c'est vrai que tu surfes un petit peu entre les deux. Et en fait, c'est pas mal quand même. Tu as une position qui est peut-être plus agréable que la nôtre. Parce que les acquéreurs, t'as pas à aller les chercher je ne sais pas où. Et puis tes meilleurs alliés, c'est quand même les professionnels de l'immobilier, alors que nous, on aurait tendance à s'en faire, pas des ennemis, mais des concurrents. Oui, sauf qu'on pourrait faire ce qu'il fait, en fait, puisque on a discuté tout à l'heure. Il rajoute en fait ses honoraires, Idriss, sur les honoraires de l'agence avec laquelle il travaille. Nous, quand on souhaite faire un intercabinet avec une agence, on se la partage. On se la partage. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'en fait, si je devais partager, j'existerais pas. Exactement. Donc, mais par contre, est-ce que nos clients sont prêts à rajouter nos honoraires sur des honoraires d'agence ? Ça, c'est pas forcément facile, surtout que la plupart des clients sont des clients qui veulent faire de la résidence principale. Alors que Idriss, il a un autre concept. Le concept d'Idriss, c'est de traiter avec des investisseurs. Donc, en fait, il a la pièce maîtresse de toute sa stratégie. En fait, c'est l'architecte de l'investissement des personnes. Absolument. Et donc, du coup, ses honoraires ne sont pas un frein. C'est pas un frein à partir du moment où il calcule la rentabilité. Exactement. On s'en fiche d'un fonds de commerce à partir du moment où on voit qu'il y a une rentabilité, que ça gagne de l'argent. On ne va pas aller négocier quelque chose qui fait encore gagner de l'argent. Et tu es dans cette dynamique avec tes acquéreurs. Exactement. Donc en fait, on est sur un système complètement différent de ce que nous pouvons travailler en termes d'agents immobiliers, de conseillers immobiliers en agence ou en mandataire. Moi, je voudrais revenir. J'avais un petit point juste à ajouter, vas-y. Si je peux. Bien sûr. Mais je pense en fait il y a plein de raisons pour lesquelles on ne partage pas. Et qu'il y a plein de bonnes raisons et de mauvaises raisons. Et je pense que la première, il faut juste regarder quel est l'état du marché. Moi, quand je parle du marché américain, en fait, je connais un agent immobilier là-bas à New York qui est un ancien agent immobilier parisien et qui me raconte en fait que là-bas, la difficulté, ce n'est pas de rentrer le bien, c'est de trouver l'acquéreur. Du coup, quand tu as l'acquéreur, trouver le bien, finalement, c'est tous les biens du marché. Et des fois, pour un même type de bien, tu peux avoir 400 biens pareils, quoi. Il dit donc, la valeur ajoutée, c'est d'apporter le client. Quand tu es sur le marché parisien, apporter le client n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce que en 2021, alors hors crise sanitaire, faire l'acquisition d'un bien immobilier en France est devenu une commodité. Tout le monde peut acheter. Demain, sur Paris, tu rentres ton bien, tu
tu n'as aucune difficulté à le sortir. Je suis d'accord avec toi, mais regarde l'agence ici. Regarde toutes les annonces qui sont en vitrine. J'ai ajouté des bémols, justement. Voilà. Il n'y a pas autant d'acquéreurs que d'annonces en vitrine aujourd'hui. Et Olivier, s'il avait effectivement tous ces acquéreurs ici, il serait super content, je suppose. Il y aurait vraiment ça tournerait vraiment très très bien. Ouais, y a deux réponses à ça, mais je vais laisser Idriss parce qu'il disait justement, mais et juste après, moi je rajouterai un point sur la partie acquéreur. Et le système de partage existe en réalité dans notre pays, mais il existe sur un certain type de marché vraiment très particulier. Et moi, je l'ai rencontré vraiment très par hasard. C'est une fois, je revenais du sud de la France, donc avec ma voiture, avec ma femme, et on prend quelqu'un en Blablacar. Une agent immobilier du sud de la France. Puis du coup, forcément, on parle du métier et elle m'explique dans son réseau d'agences, ils ont actuellement en vente 1500 biens. Je dis quoi ? Comment ça ? Elle me dit, nous, le problème, c'est que les biens, on les rend très facilement. La plupart, beaucoup, ce sont des villas, des grosses villas à plusieurs millions, sauf qu'on n'a pas les acquéreurs. Et du coup, c'est organisé tout seul, sans entreprise externe. Non, ils sont très très bien organisés et toutes les agences le font. Ils font que du partage. Et oui. Tous à 50-50. Mais c'est parce qu'on est sur un marché vraiment particulier des grosses villas à plusieurs millions. Parce que acheter une villa de luxe à plusieurs millions n'est pas une commodité. À l'inverse de Paris, là je parle vraiment du marché parisien, où finalement le partage a moins de sens. Je ne vais pas dire qu'on ne le fera pas du tout, mais moi je le comprends, l'agent qui ne veut pas partager à Paris. Mais tu sais, si les agents immobiliers, à chaque fois tous les agents immobiliers de Paris, si à chaque fois qu'ils voyaient un acquéreur, ils disaient on travaille en mandat de recherche, ça changerait la donne. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, un acquéreur est libre d'aller où il veut. Donc du coup, il n'y a aucun intérêt finalement de rentrer aujourd'hui un mandat de recherche, puisque l'acquéreur il est libre et il va aller soit dans le Bon Coin, dans le PAP, il peut faire son acquisition tout seul. Il peut aller voir son acquisition tout seul et il peut aller voir d'autres agences. Mais si effectivement tous les agents immobiliers aujourd'hui décidaient à partir d'aujourd'hui de travailler en mandat de recherche comme on travaille en mandat de vente, ça voudrait dire que chaque acquéreur aurait son agent et à ce moment-là, le partage pourrait se faire. Tu touches une bonne chose. Non, mais il y avait quand même un gros problème. Moi, je connais des agents qui font tout seuls 300 à 400 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes par an. Eux, en faisant la même chose, ils vont toucher 2 fois moins. Non, ils feront pas 2 fois moins. Oui, dans ce cas-là, il faudra qu'ils comblent la partie en faisant de la recherche. Ils feront pas 2 fois moins. Ils feront différemment, mais ils ne feront pas 2 fois moins. Ils rentreront autant de mandats, si je puis dire. Non, mais il y a une partie de la com qui partira chez le confrère. On sera plus spécialisé. Regardez le film McDo. Pas McDo, Le Fondateur. Le fondateur, à la fin du film, on se dit super, il a inventé un empire immobilier. Et en fait, pour moi, le secret de ce film-là, c'est le frère McDonald qui invente toute une structure pour segmenter la cuisson et la fabrication du burger, qui permet en 1 minute de sortir un burger, alors que Ray Kroc mettait 1 demi-heure d'attente et il n'avait pas le bon burger dans la scène juste auparavant. Et nous, finalement, ça sera la même chose, c'est-à-dire que si on segmente les choses, on pourra devenir plus expérimenté, plus expert, plus professionnel dans une segmentation. Finalement, on deviendra peut-être un chasseur de biens et l'autre un chasseur d'agents, et de clients, pardon. Oui. Et j'ai fait un lapsus. Mais je voudrais juste revenir, et c'est là le point, j'ai pas senti que vous ayez compris ce paradigme aux États-Unis. Le fait que les lois disent on ne peut pas représenter le client acquéreur et le vendeur pour le même agent, forcément ça donne 2 fois plus de travail. Et nous en France, ça nous donne un travail, on doit faire tout de A à Z. Mais je vais plus loin. Si finalement je suis propriétaire d'un mandat, que je n'ai pas le droit de le vendre et que je n'ai pas le droit de recevoir les clients acquéreurs, je reçois des appels de professionnels qui me proposent ces clients acquéreurs. Comment ces professionnels me contactent ? Il faut qu'on invente le fichier commun, le MLS, pour que finalement on diffuse nos biens sur un fichier de professionnels pour qu'on ait cet appel-là. Et c'est là que le fichier aux États-Unis devient très important et très utile, puisque la loi leur impose cette segmentation dès le départ. Nous, on a voulu adapter au marché français une idée américaine, mais avec des lois différentes.
Ça ne fonctionne pas. Mais imaginons, Personne ne sans veut loi. partager, ils ne sont pas forcés de partager. Mais imaginons demain, Alexandre, toi Olivier, t'es pour. Imaginons, je suis sûr, je vois sur LinkedIn, il y a énormément d'agents immobiliers qui sont pour. Et ben, on les réunit tous. On leur dit voilà, maintenant une chose, on crée un portail. Vous mettez C'est- tous vos mandats c'est- dessus. c'est le Par cas. contre, obligatoirement, tous les mandats que vous rentrez, obligatoirement, c'est un de vos confrères qui le sort. Tu mettrais vraiment tous tes mandats? Tu jouerais vraiment le jeu? Alors la problématique, c'est que si la loi me l'impose, bah oui, à partir de là, les règles, elles sont pareilles Ah, pour mais tout on le se monde. fixe notre règle entre nous. Là. Bah, Tu le respecteras? si on est faible au niveau du nombre économique, on n'est pas imposant au Mhm. niveau économique. Mais si demain on devient nombreux à faire ça, tout d'un coup, les changements vont Et se du coup, faire. c'est peut-être pour ça que Keller Williams a créé les fameuses méga-teams où il y a les gens qui rendent des biens et les gens qui les sortent. Parce que comme ça, dans la même méga-team, dans la même agence, ils rentrent et ils sortent. Mais c'est-à-dire que déjà, tu sais, à force de faire des pompes d'une certaine manière ou de faire des entraînements pour se muscler, on finit par devenir musclé. Donc celui qui C'est pour ça que je suis pas musclé. si demain tu fais des visites, mais au lieu d'en faire 5, tu en fais tout d'un coup 5 fois plus, tu deviens de plus en plus fort dans ce bien domaine-là. sûr, bien Et sûr. donc, je pense qu'ils arrivent à développer une expertise où C'est évident. Et puis ça évite l'effet je rentre un mandat, enfin je vends mon mandat, je prospecte pas pendant que je vends mes mandats et du coup après je retombe parce qu'il faut que je reprospecte. Alors j'ai une etc. question du coup à vous C'est une poser. courbe. Mais Parce que Vas-y. j'ai une amie qui est devenue agent immobilier en 2017 justement, du côté de Massy-Palaiseau. Et au tout début, elle me disait, mais tu sais Idriss, moi quand je rentrais, je publiais une annonce, au tout début c'était toujours des confrères qui m'appelaient pour partager. Et bah du coup, moi au début je partageais, il n'y avait pas de souci. Puis je me suis rendu compte en fait que mes confrères, en réalité, reprenaient mes photos ou prenaient eux des photos et allaient le republier ailleurs et travailler. Du coup, moi j'ai arrêté de partager. Alors du coup, comment... et en fait, le problème qu'il Bah, posait, normalement, c'est... ils ont Moi, pas le droit, hein. elle m'a dit, je veux bien le partager, mais s'il n'y a que moi qui rentre des biens et qu'il y a toujours les mêmes qui vont les sortir, à un moment donné... Dans la- ce que je veux dire. dans Alors la que ce que vient de dire délégation, Alexandre, c'est super bien parce que ça permettrait, comme tu dis, tu travailles à fond justement pour rentrer le mandat. Il y a peut-être une période où tu ne peux pas prospecter. Tu es bien content parce que ça va réduire le risque quand tu vas avoir un peu moins de mandats. Et du coup, comment tu articules tout ça? Parce que forcément, il y en a qui vont se Ou contenter alors de que les sortir. hein. faire un permis à point. ouais, ça c'est une bonne idée. Ce que je voudrais juste dire, c'est dans la délégation de mandat, ton ami pouvait dire je te délègue pour tes propres clients, C'est ce qu'elle fait maintenant. Mais pas de communication. C'est ce qu'elle fait maintenant. Maintenant, elle délègue juste même pour un client. Elle dit, OK, tu as un client, tu viens, mais tu le nommes, on se Voilà, signe un elle peut contrat. faire ça. Et elle est très contente. Elle me dit, et quand ça arrive, bah, je l'ai à peine publié, il y a une visite et tout le monde est content. Le vendeur, l'acquéreur, les deux confrères. Mais je pense que l'idéal, si on va plus loin dans notre exemple, ça serait de faire des professionnels dans la négociation d'offres, des professionnels dans l'estimation, des professionnels dans la prospection, des professionnels dans les visites, Ouais, mais- segmente tous les points. Et là, à partir de là, on aurait en fait l'excellence et on n'aurait plus les mais clients on qui en disent- a déjà parlé, Olivier. Oui, oui. Mais, C'est mais pas, ce qui se- Mais pas dans le grand talk. mais pas dans le grand talk. C'est ce qui se faisait dans les anciens réseaux. Il y avait tellement enfin, c'était pas des intervenants, c'était chacun était professionnel dans son milieu. Alors, il y avait un avantage, c'est qu'on était vraiment professionnel. Le désavantage, c'était du monotâche. Et puis surtout au niveau de la rémunération, c'était une rémunération camembert. Qui a fait quoi et comment? C'était très compliqué au sein même d'une agence pour savoir qui méritait quoi au niveau commissionnement. Mais en tout cas, oui, pour pousser à l'excellence, je pense que c'est l'idéal. On voit qu'en fait, on utilise, tu as bien vu Orent, on utilise tout un tas de services à valeur ajoutée, informatique, réseaux sociaux, pour essayer de décupler sur le même temps horaire une productivité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut plus faire nous-mêmes. Il est très difficile même de vivre de sa propre production. Ça veut bien dire qu'on ne peut pas être au four, au moulin, estimer, rentrer des mandats, faire des visites. Ça devient très compliqué. Oui, c'est sûr. Dans les sujets qu'il envoie un petit peu Idriss, il parle beaucoup du bashing d'un réseau de mandataires. Et là, dernièrement, ce réseau-là a levé 300 millions d'euros. Exactement. Et tu t'es, étonné Ému, oui, c'est le cas. que tout d'un coup, les moins 10 ans n'en parlent plus. Bah oui. Oui, parce que
Si tu regardes, j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je suis un peu égoïste. J'écris uniquement la plupart du temps sur mon mur. Sur LinkedIn, je commente un peu à côté, mais par exemple sur Facebook, tu m'as ajouté sur Facebook, généralement, tu es très déçu parce qu'il n'y a rien. Et juste, et quand je vais voir et sur Facebook, je lis, je regarde beaucoup ce qui se passe. Et je te prends un exemple, il y en a plein d'autres. Il y a un groupe qui s'appelle L'immobilier, c'est mon métier. Et notre métier, oui. Et notre métier. Et moi, je constate là-dessus que si tu es mandataire, débutant, et que tu fais l'erreur de poser une question sur ce groupe, mais tu te fais défoncer. Pour apprendre. Et si tu es de IAD, ça multiplie tout par... parce que, en fait, il faut le dire, je trouve qu'il y a un mandataire bashing déjà, d'une, et que IAD cristallise tout ce bashing, tout simplement parce que c'est ceux qui réussissent le mieux chez les mandataires. Je ne suis pas du tout là, moi j'ai aucune part chez IAD, mais on regarde juste les chiffres et leur actualité. Oui, c'est le meilleur réseau, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Olivier. Oui, après chaque réseau est différent. Mais oui, non, mais je te parle en termes de résultats. Très certainement qu'il y en a, mais quand on regarde factuellement... C'est-à-dire qu'ils donnent la meilleure rémunération, enfin, en tout cas, pas le meilleur taux, mais oui. Mais je veux dire, est-ce que les gens qui sont dans le réseau vivent réellement tous bien ? C'est une autre question. C'est une autre question. Mais on regarde quand tu regardes on n'en sait rien. Quand tu regardes le groupe, quand tu regardes les résultats ou ce qu'ils disent en façade, par exemple, ils communiquent toujours sur les 14 000 conseillers. C'est ce qu'on appelle une vanity metric en réalité, dans le sens où c'est sûr qu'il y a pas, on est tous persuadés qu'il n'y a pas les 14 000 là qui sont en activité. Oui. Néanmoins, elle reflète quand même une réalité, c'est que là, en 12 ans, ils ont réussi quand même un sacré tour de force. Et puis 300 millions d'euros, on est d'accord. Juste... Et donc, en fait, tu mets tout de côté toutes les critiques que tu peux leur faire. Beaucoup sont justifiées, d'autres qui le sont beaucoup moins. Eux aussi sont perfectibles, d'ailleurs, comme tout le monde. Mais comme tout le monde. Et en fait, moi, l'objet de mon poste, c'était de dire, bon, stop, on regarde quand même où ils en sont aujourd'hui. Peu de temps après, les parts de marché qu'ils ont pris, ok, on est d'accord, pas d'accord avec ce qu'ils font. Ils sont là et c'est pas juste un effet de mode. Quand on parle du débat mandataire contre carte-T agence, c'est un non-débat. Ce débat avait lieu peut-être 2 ans après que les débuts des mandataires, mais non, les mandataires en général, pas que IAD, se sont vraiment imposés dans l'écosystème immobilier. Ils sont là et en fait, IAD montre une chose, c'est que en plus ça fonctionne, quoi. Et peu importe ce qu'on en pense. Hein. Et si tu regardes, pour le coup, moi, quand ça me plaît, je le dis. Et de la même manière, et j'avais été étonné, une fois j'avais fait un post qui avait énormément marché où je m'étais justement énervé par rapport à un mandataire. J'ai juste dit que c'était un mandataire, mais les IAD se sont tous sentis visés, où je disais, mais il y en a marre de tous ces mandataires qui vendent du rêve. C'est aussi ce qu'on peut leur reprocher. Donc moi je vais dire les deux choses, mais quand ils réussissent, il faut le dire. Je ne sais pas si on peut reprocher à des mandataires de faire rêver, de vendre du rêve, ou si on peut reprocher à des conseillers immobiliers, peu importe leur réseau d'agence. Souvent en recrutement, ils vendent le fait que devenez libre, gagnez beaucoup d'argent et vous allez pouvoir encore vous occuper de vos enfants et de faire en même temps le métier de l'immobilier. Oui. Et on a l'impression que le métier de l'immobilier, c'est, si vous venez chez moi, c'est finger in the nose. Faut dire la vérité. Et maintenant, on utilise, nous, ce réseau social pour le dire. L'immobilier, c'est pas finger in the nose. C'est pas finger in the nose, mais il y a des gens qui réussissent plus et mieux que d'autres. Et la dernière fois, j'écoutais une personne qui est devenue mandataire. Alors, je ne sais pas si c'est chez IAD ou Coquès, mais la personne disait j'étais restaurateur. Et en fait, il conseillait à un autre restaurateur qui malheureusement en ce moment c'est un peu compliqué de rentrer chez IAD parce que vu toute la connaissance de son secteur, tous les gens, toutes les personnes qu'il pouvait connaître dans son réseau, il disait lui-même c'est juste merveilleux. Donc effectivement, il y a des agents, il y a des mandataires qui réussissent très très bien et ça peut être réellement finger in the nose. Je te remercie beaucoup de donner cet exemple-là. C'est que en fait, il est en train de dire que les ambassadeurs que l'on doit se créer dans le métier de l'immobilier, il les intègre et il les transforme en tant que conseiller immobilier. Finalement, ça crée des gens qui ont un fort relationnel et qui arrivent à rentrer des mandats de leur relationnel proche ou même au niveau de leur ancien métier. Et ils touchent dans la province
Ils arrivent à vendre, où là on avait des petites études au niveau des notaires, ils avaient des petites études de transactions, ils arrivent à vendre des biens au travers de ces petites communes-là. Et donc là, en fait, bout à bout, le nombre fait que 1 à 1, on commence à rentrer des biens un petit peu partout. Il y a quelque chose qui me fait sourire, et ce que je vois souvent, ce qui leur est reproché, c'est ce que tu me disais la dernière fois au téléphone. Ah non, mais de toute façon, les mandataires, on les prend, enfin, ils se lancent, ils vont pas prendre beaucoup de mandats, mais les mandats qu'ils vont prendre, c'est la voisine dans l'immeuble, ou c'est le voisin à droite, et c'est des mandats de toute façon qui seraient allés sur PAP. Et du coup, quand j'entends ça, moi, ça me fait sourire. Je dis, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les mandataires sont en train de réussir là où tu échoues, toi. C'est-à-dire pas nous, on cherche tous à atteindre le PAP, mais ils arrivent à atteindre, à toucher l'endroit, en fait, parce que la dame, peut-être qu'elle l'aurait mis dans le PAP, mais bon, comme c'est son neveu, c'est son frère, tout ça, finalement, je paye une cotisation, je peux rentrer, et puis après, peut-être que je serai un conseiller dormant, je ne sais pas, mais j'arrive, allez, avec 1 ou 2 mois, je me suis arrondi mes fins de mois. Exactement. Donc ils touchent, en fait, cette cible-là. Dedans. Mais d'un autre côté, ceux qui veulent bien faire le métier sont un petit peu mis à mal par rapport à ces agents qui le font comme ça de temps en temps. Oui. C'est pour ça que peut-être qu'il a fallu décliner 2 marques différentes, je ne sais pas. Mais Alain, il me disait hier dans la voiture, et j'ai été rechercher cette phrase-là, et elle vient de Goethe, et il nous dit, Goethe, la quantité finit par se transformer en qualité. Est-ce que... Alors, moi, je t'ai dit non tout à l'heure. Oui, toi, tu ne crois pas à ça? Ah non, parce que la quantité et la qualité, ça n'a strictement rien à voir. Oui, mais regarde, quand tu amènes la quantité, tu ramènes finalement... Là, ils vont toucher 330 millions d'euros. La quantité d'argent, alors le nombre ramène finalement une quantité d'argent important au niveau du siège. Au niveau Il crée une synergie, quoi. Il crée une synergie. Et alors peut-être que finalement, vous voyez, Century 21, ils font 450 millions d'euros. Ils ont 2 fois moins de conseillers immobiliers et ils ont un autre modèle économique. Mais dans 1 ou 2 ans, ils vont commencer à atteindre le même chiffre que le numéro 1 en France au niveau du chiffre d'affaires. Mais c'est pas pour autant qu'ils feront de la qualité. Ouais, je termine. Quand tu as... Attends, excuse-moi, quand on dit qualité, c'est la référence. À partir du moment où tu as un certain nombre, que tu le veuilles ou non, l'exemple d'IAD, je ne sais pas combien ils ont maintenant de mandataires. En fait, on ne sait pas, malheureusement, ils n'ont jamais communiqué là-dessus sur le nombre d'actifs. D'actifs, non, mais total. Ils disent que depuis le début, ils en ont recruté 14 000. Depuis le début, ils en ont recruté 14 000. Non, pas depuis le début. Qui sont en production. Depuis le début, ils doivent être à 40 000 à peu près. Donc ça veut dire que le 14 000 qu'ils disent, là, en fait, ils sont arrivés à 50 000 inscrits. Et dedans, ils ont leur on va appeler le siège directement, ce sera plus simple. Non, bref. Ils ont dû en recruter 40 ou 45 000 en tout. Et donc, derrière, après, avec le turnover, il en reste en fait 13 000 là pour l'instant en France et 1 000 dans l'international. Que tu le veuilles ou non, ça devient un réseau représentatif. Je suis entièrement d'accord avec ça. Après, quand on dit qualité, c'est pas forcément d'une manière, voit pas ça d'une manière intrinsèque. Voit la qualité en disant à partir où ça devient une référence. Ah oui, une référence, mais pas forcément de la qualité. Dans le réseau IAD, comme dans le réseau La Forêt ou dans le réseau Agentis, il y a forcément des gens qui sont de qualité et d'autres qui sont de moins bonne qualité, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont des bons agents ou des mauvais agents. On en parlait tout à l'heure. Quand on dit qualité, c'est ce qui peut devenir la norme. Voilà, je préférais plutôt m'orienter là-dessus. Ok, d'accord. Et moi, j'avais une autre définition, c'est que quand tu commences à avoir un montant financier assez important, tu peux commencer à créer une école qui permet de monter en performance et en qualité nos agents pour se dire, ça y est, maintenant ils font 18 ou 20 000 à l'année, je veux que ma norme standard elle soit 30 ou 40 000. Et tous ceux qui sont en dessous ne font plus partie peut-être du groupe. Je pense pas que ça soit le... Non, c'est peut-être pas leur objectif, mais tu peux le faire. J'en sais rien, mais l'idée c'était de dire... Vous êtes, je crois, maire au foyer, vous avez un petit peu de temps pour vous, faites de l'immobilier. Vous allez chercher votre fille à l'école, vous parlez avec les mamans, etc. Faites de l'immobilier. Ouais. Voilà. Donc, et c'est ça que les agences en fait, traditionnelles dénoncent, c'est qu'elles se disent, moi je passe tant d'années à me former,
J'ai dû essuyer un nombre d'échecs énorme. Et puis là, tout d'un coup, on peut me mettre en comparaison avec la mère au foyer qui arrive tout d'un coup dans l'immobilier et qui va être, entre guillemets, mon égal. Je suis désolé, sur Olivier, mais sur le c'est terrain. beaucoup trop simpliste. Non, j'essaye, Ouais, je pour moi, te relance le débat. Parce que, attends, moi, je vais t'en donner des raisons pour lesquelles ça fonctionne, et il y en a plein. Moi, j'en vois une, et je la vois au quotidien, pour être sur le terrain, parce que je fréquente beaucoup les professionnels des agences, mais aussi les mandataires. Moi, je suis sur mon LinkedIn. Là, on peut faire le test. On regarde sur les stories, les lives et les posts. Les mandataires, vu qu'ils n'ont pas d'agence et qu'ils n'ont pas ces appels entrants ou ces gens qui poussent la porte, ils sont condamnés à sortir de chez eux et à aller prospecter. Du coup, ils ont surinvesti les réseaux sociaux et le web. Si tu regardes, à l'inverse, sur les réseaux sociaux, tu cherches ceux des agences, les agences même des réseaux nationaux, il y en a. Quand tu en trouves un, c'est Quasiment vraiment pas. ponctuel. Hein. C'est un contre-exemple que tu trouves. Mais ils y vont pas. Et j'en parlais encore. Et à chaque fois que je vois un agent d'un réseau, à chaque fois, on parle de comment ça se passe les affaires. Et du coup, je creuse pour savoir comment ils rentrent les mandats. Tu n'as pas idée encore de la traction que ces agences ont. Quand tu es chez Century 21, la dernière fois, il y a un agent de chez Century 21 qui m'expliquait qu'il prospecte peu. Il n'utilise même pas Facebook. Tu dis ça à un mandataire, mais lui, il est tous les jours en train de prospecter. C'est très difficile. Il est à fond sur les réseaux pour montrer qu'il est là. Et je te parle, alors quand je te parle d'une traction, là je te parle de Century 21, pour avoir parlé avec tous les agents co qui travaillent chez Stéphane Plaza, la traction est encore plus élevée chez Plaza. Mais ça, en fait, moi, je peux en parler parce que j'ai des gens que je connais qui sont partis chez Plaza. Au départ, ils lancent, le fait que ça y est, super, grâce au nom, on a des gens qui arrivent et qui nous demandent. L'envers du décor, le voici, c'est qu'ils ont eu énormément d'estimation par rapport à, comment je pourrais dire ça, au fait de s'interroger d'une manière par curiosité, voilà. Et derrière, ils n'avaient pas d'objectif forcément de vendre. Mais ils voulaient voir si déjà il y avait Stéphane Plaza je crois derrière. que c'est Stéphane qui appelle. Monsieur Plaza, bonjour. On ne peut pas te recevoir pour l'instant. Et donc, à partir de là, la curiosité fait qu'ils ont reçu beaucoup d'estimations, mais la conversion en nombre de mandats, elle est très faible. Bah écoute, c'est pas du tout moi les Dans quel secteur tu es? Paris, et j'ai déjà fait affaire plusieurs fois avec les agences de Stéphane Plaza, dont la sienne d'ailleurs, dans le 11e, dans le 17e, à Levallois. Tu connais Stéphane? Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais bien Antoine qui passe souvent à la télé. Et je vois ceux aussi du 13e, du 5e, du 6e. Ils ont tous quand même un point commun. Ils ont tous cette sympathie. Il y a quand même, quand tu rentres même... l'ambiance, la décoration, c'est pas anodin quand tu rentres dans une agence Stéphane Plaza qui renvoie vraiment à l'image qu'a le présentateur télé. Et je trouve qu'ils sont à la hauteur de l'image. Alors, il y a, comme partout, en fait, il y a très certainement des choses à améliorer, peut-être des problèmes de conversion, ça peut-être pas, ils le partagent pas avec moi, mais je vois quand même, pour lire les annonces tous les jours sur Internet, je vois quand même que le réseau Plaza marche toujours très fort parce qu'on le voit aussi, ça, la réussite du groupe, tu vois le nombre d'annonces qu'il y a sur les portails immobiliers. Oui, mais le nombre d'annonces ne fait pas... Moi, je vois dans les villes où on est, nous, oui. On n'a pas d'agence qui nous concurrence au niveau du chiffre. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai eu affaire... Je crois qu'il veut vraiment te parler, là, Stéphane. En tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu affaire à l'agence Stéphane Plaza, ça a toujours été une expérience canon. Que ce soit avec l'agent co, l'agence... Leurs process ne sont pas tout le temps pareils, mais à chaque fois, c'est... moi, j'ai jamais rien trouvé à redire, mais je suis sûr qu'on peut en trouver une où ça va se passer moins bien. En fait, on peut résumer à une chose, c'est qu'il y a des bons et des mauvais partout. Exactement. Et je pense qu'il y a des bons agents Stéphane Plaza, comme il y a des mauvais agents Stéphane Plaza. Et en Exactement. fait, quel diplomate cet Alexandre. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire une généralité sur Plaza, sur Century ou sur Agentis. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, qu'on soit mandataire ou qu'on soit pro, chacun a sa place.
Et même encore la personne qui peut vendre son bien en particulier, qu'elle le vende en particulier. Le gros truc, c'est je dérange un agent immobilier, c'est ça qui peut être dérangeant. Je dérange un agent immobilier, ou 2 ou 3 agents immobiliers, je leur demande des estimations et après, bye bye, ciao, je mets dans le particulier. Ça s'explique pas. Mais c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Et finalement, nous, ça nous permet aussi d'avoir un pied à l'extérieur, ça nous permet aussi de continuer à voir finalement ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Et je pense que ça fait aussi partie de notre travail. Maintenant, clairement, les agents immobiliers, ils sont bons. La plupart, ils sont bons. Ils sont formés maintenant, ce qui est complètement différent de l'époque où on a commencé l'immobilier. Ils sont de plus en plus formés. Et les mandataires sont formés. Enfin, je sais que chez IAD, ils ont un cursus de formation quand même. Donc après, les autres, je ne connais pas. Safety, je ne connais pas. Safety, pareil, si, ils sont formés. Non, mais en fait, ils suivent tous après le peloton de tête. Donc, dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, après, la tendance se suit. Voilà. Mais un dernier point, et ce n'est pas du bashing que je veux faire, c'est que communiquer sur le nom de quelqu'un d'autre, ce qui était bien dans les années 90 avec, je vais prendre un autre nom, Guy Hockey. La contrainte, c'est qu'aujourd'hui, avec le personal branding, quand tu changes de réseau et que tu as communiqué sur un nom fort dans l'immobilier, ton nom personnel n'est pas reconnu, n'est pas connu, du moins de la part de tes clients. Donc, tu es obligé de tout créer au niveau marketing. C'est un phénomène qui est tout nouveau depuis quelques années. Et moi, je m'en suis aperçu justement en créant Chasseur d'agents, en parlant justement avec les propriétaires, avec les vendeurs, et aussi en parlant avec les agents immobiliers. À chaque fois, je pose la question, mais alors pourquoi il t'a confié le mandat ? Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est quand bien même, dans un premier temps, le client pousse la porte de l'agence parce qu'elle est connue ou c'est celle du coin. En définitive, le choix ne porte plus sur une enseigne ou sur une image de marque, mais ne porte plus que sur une personne. Ce qui est normal. Oui. Mais par contre, ça facilite quand même grandement. Bien entendu. Mais par contre, et on le voit bien, que quand bien même ceux qui réussissent, qui sont très souvent, moi je le vois dans les réseaux, ils réussissent. Et en fait, plus ils réussissent, plus finalement ils communiquent sur leur nom à eux. Je parle même par exemple chez Century 21. Moi, à Argenteuil, souvent, je m'amuse à lire du coup tous les prospectus que j'ai. Et je vois l'agence Century 21 à Argenteuil. C'est l'agent co sur le prospectus qui met en avant son... On voit Century 21 un petit peu en petit, mais c'est surtout une personne et c'est pareil. Ça vient des mandataires. On voit les 4x3 d'IAD. On est d'accord. Essentiellement le négociateur. Mais c'est un phénomène global, je trouve. Mais ça, c'est ta vision française. Alain, non, c'est pas une attaque. Non, ce que je veux dire, c'est parce qu'on dit que c'est la vision des mandataires. J'ai une vision. Tout à l'heure, c'était ta vision générationnelle. Oui, absolument. On verra tout à l'heure la vision anglo-saxonne. Oui, mais ce que je voudrais dire, regardez, aux États-Unis, j'ai été en 2016 à New York. À New York, il n'y a pas énormément, voire très peu d'agences physiques en bas des rues. Ce sont surtout des plateformes, ils sont en étage. Et quand on regarde sur les sites internet pour retrouver des annonces, c'est le nom, la photo de la personne, en dessous le nom de la marque américaine. En petit. Et eux, ça fonctionne depuis les années 80, même 75, comme ça. Et nous, ça va fonctionner. On tend vers ça. On tend, mais on a 25 ans de... Même pas 25 ans. C'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on 40 ans. On est à notre rythme. Chacun notre rythme. Il existe des réseaux de mandataires aux États-Unis. C'est quoi KW ? Oui, non, mais avec... c'est que des mandataires. Il y a IAD maintenant. Non, mais c'est que des mandataires. Oui, il y a des Rimax sont que des agents indépendants. Rimax, oui, mais avec au départ avec un diplôme, enfin, je veux dire avec une carte professionnelle. Ils sont tous diplômés. Ce qui est quand même une grande t'as pas le choix là-bas de passer l'examen. Alors, ils sont tous d'accord. Je vous donne une information pour vous expliquer, c'est que là-bas, on a les real estate agents qui sont, les courtiers. Il s'appelle courtier aux États-Unis et au Canada. Il faut avoir l'équivalent d'un bac+2 à peu près et on fait passer un examen pour avoir l'obtention de faire de la négociation. Avec les deux, acquéreurs et vendeurs, c'est ça ? Après, d'après ce que je comprends, c'est que... comme nous. C'est que, oui, tu peux avoir après tes acquéreurs et tes vendeurs, mais ils ne peuvent pas être représentés par la même personne. Ah d'accord, ok, je sais. D'accord. Et puis, au-dessus, celui qui gère les différents agents s'appelle un broker. Et lui, il doit avoir d'autres études, il doit passer d'autres examens pour pouvoir être la tête de réseau et gérer ces personnes-là. Okay. Et donc, à partir de là, en fait, on arrive à composer le modèle, comment il fonctionne américain. Et nous, en France, il n'y a pas cette
distinction-là, à part que la carte professionnelle. Mm. Mais demain, on n'a pas d'études, il suffit tout simplement de venir. Ça va venir. Et en Dans Chine. l'agence. Ça va venir. Un seul diplôme, par exemple, mon contact là, qui s'appelle Mathias, qui était chez Barnes ici, il m'a expliqué quand il est arrivé là-bas à New York, ça lui a pris pour passer le diplôme 1 mois et demi, mais 1 mois et demi extrêmement intense et avec quand même un diplôme particulièrement difficile à obtenir parce En qu'il a Chine dû. Non, à New York. Ah, New York, je crois que tu Non, parles de la Chine. Non, excuse-moi, Non, c'est moi à New York. Non, mais- c'est moi qui pose la question. avait Et en un- Chine, comment ça se passe? j'ai pas compris. Pardon. Ah là, désolé. Je Non, sais mais pas. c'est intéressant déjà, regardez à New York. À New York, Parce que il là, devait vous avez- passer un diplôme qui était pas évident, d'autant plus si tu es francophone, tu es aussi confronté à la langue, mais tu as un diplôme qui n'est pas donné à tout le monde, qui est difficile à obtenir, mais une fois que tu l'as, tu peux exercer, et c'est le même diplôme pour tout le monde, peu importe le réseau pour lequel après tu travailles. Alors, comment tu comprends que chez nous, il n'y a pas besoin de diplôme, qu'il suffit d'avoir même pas un curriculum, on va dire du temps le week-end à consacrer un peu à l'immobilier pour pouvoir rentrer dans ces réseaux. Bah, Et dans ces mon réseaux, explication- excuse-moi, même dans une agence immobilière traditionnelle. Alors là, je mets tout le monde dans le même panier. Mon explication, c'est que. Après, c'est vraiment personnel. Quand tu vois. Déjà, la question qu'on se pose, pourquoi l'immobilier est autant réglementé? C'est-à-dire, parce que tu vois, tout le process qu'il faut avoir pour la carte T, enfin, c'est pas évident. Il faut faire pas mal. Il y a pas mal de choses à faire. Pourquoi c'est autant protégé? Moi, j'ai l'impression que c'est de la même manière que pour les taxis, c'est que surtout avec cette carte T, les acteurs traditionnels protègent avant tout leur marché. Et qu'en réalité, les réseaux de mandataires se sont engouffrés dans une faille, en fait, ou même pas comme dans une faille. En fait, ils font exactement comme ça se passe en agence, parce qu'en réalité, on dit agent co et mandataire, mais en réalité, c'est les deux mêmes statuts. Hein. Exactement. On est d'accord. C'est des mandataires aussi dans les. Et en fait, ils se sont dit, on va juste faire. Et du coup, le problème, c'est qu'à cause de ça, parce que cette carte T est beaucoup trop difficile à avoir et demande trop de temps, surtout pas difficile, mais surtout demande trop de temps pour l'avoir, que ça a créé cette opportunité-là. Si demain, toujours tu gardes une carte T, pourquoi pas, mais tu mets justement une certification que tu peux passer, un concours auquel tout le monde peut passer, il faut avoir telle note pour l'avoir, mais après tu mets tout le monde sur le pied d'égalité, peu importe qu'il soit en vitré, pas vitré, tu t'évites tout ça. Mais moi je pense que si on en est là aujourd'hui en France, c'est parce que malheureusement ce métier, c'est de la même manière que les taxis, c'est surtout avant des acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y en ait d'autres qui viennent et c'est pour ça, moi je trouve que c'est toujours une hérésie, et j'en rigole sur mes posts, on ne peut pas appeler un mandataire ou un agent co un agent immobilier. Pourtant, moi, ma mère, elle vend son appartement, elle me dit j'ai appelé un agent immobilier, bon, je regarde, c'est un mandataire, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est le terme. En fait, pour l'état d'esprit des acteurs, c'est on va protéger le nom. Oui. Ah. Oui, ça a été fait par le président de la FNAIM. D'ailleurs, mandataire, tout agent co dans une agence est aussi mandataire. Oui. Je reprends la définition. C'est agent commercial mandataire. Oui, pourquoi? Parce que le détenteur de la carte professionnelle donne un mandat pour qu'il puisse le représenter pour entrer des biens, pour vendre, pour aller voir des clients. Et donc, à partir de là, il devient tout d'un coup mandataire puisqu'il a été mandaté par le détenteur de la carte, qu'on soit en réseau, qu'on soit en agence. En fait, c'est juste le scale qui est différent. Et donc, le scale pour les réseaux de mandataires est beaucoup plus grand par rapport à une agence qui va gérer peut-être 4 ou 6 conseillers par agence. Donc, ça, c'est ultra intéressant. Mais alors, tout à l'heure, en fait, c'est vrai que pour nous, on le voit comme une nouveauté, entre guillemets. Ça vient depuis 2008, les réseaux de mandataires. Mais les États-Unis, eux, fonctionnaient déjà comme ça, de cette manière-là. Donc pour eux, ils n'ont pas de changement, significatif. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à les gars. vous. C'était très très sympa. Merci de m'avoir invité. J'ai passé beaucoup de plaisir à être avec vous. C'était Belle cool. rencontre. Merci. Tu es Loris. le bienvenu et j'espère qu'on pourra en faire d'autres ensemble. Pas trop quand même. Pas trop. Comptez sur moi. Donc il faudra qu'on attende un petit peu le passage du New Baby qui arrive bientôt là. Exactement. Donc on souhaite plein de bonheur aux heureux parents. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love
finds a way, finds a way. New Year's ain't nothing when you're not here. I miss our midnight kiss on the bridge that night under the starlit sky. We kissed our goodbyes. I waited for this year to end. New Year ain't nothing without you. Sometimes love finds a way.